comme le disait Muriel, donc, je vais présenter l'accompagnement global des femmes étrangères atteintes d'une maladie chronique en vous présentant le cas de l'association Ikambere. Euh, alors, Ikambere en quelques chiffres. Donc, tout d'abord, Ikambere signifie la maison accueillante. C'est un mot en Kinyarwanda parce que la fondatrice donc, est originaire du Rwanda et a créé cette association en France. Donc, elle s'appelle Bernadette Rwegera. Elle a créé Ikambere à la suite d'un travail universitaire qu'elle a mené dans les années 90 sur les femmes et les enfants migrants vivant avec le VIH en Île-de-France. À ce moment-là, elle s'est rendue compte que ces femmes étaient extrêmement isolées, qu'elles avaient très peu en fait de soutien autour d'elles et qu'elles avaient un rapport à la pathologie qui était extrêmement violent du fait de la stigmatisation et de la peur voilà, de mourir. Donc elle a créé en fait en 1997, donc il y a 27 ans, un centre d'accueil de jour pour accompagner ces femmes vers l'autonomie. Donc, on va commencer d'abord avec un panorama sur l'association. Donc, on a 27 ans d'existence. Aujourd'hui, on a 3 maisons. En fait, ce sont des centres de ressources en Île-de-France. On est une équipe de 34 salariés. On accompagne à peu près 600 femmes par an dans nos centres de ressources. On mène également des actions de sensibilisation sur les spécificités en santé et en droit des personnes migrantes, notamment vivant avec des maladies chroniques. Donc, on touche à peu près 4500 personnes tous les ans. Et on forme également des professionnels de santé et sociaux à ces problématiques partout en France métropolitaine et dans les Outre-mer. Donc, aujourd'hui, Ikambere a pour mission principale de lutter contre les inégalités sociales de santé à travers 3 programmes principaux. Donc, accompagner les femmes vulnérables vers l'autonomie, aller vers les populations vulnérables pour améliorer l'accès aux droits et aux soins, pardon pour la petite coquille, et partager les savoir-faire à travers des formations et des interventions. Donc, je vais commencer par vous parler de notre premier axe, qui est l'accompagnement vers l'autonomie. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on a 3 centres de ressources. Le premier qui s'appelle Ikambere la maison accueillante, qui est le centre historique qui a été créé en 1997, qui est basé à Saint-Denis et qui propose une prise en charge globale des femmes vivant avec le VIH. Un deuxième lieu qui s'appelle Idikali la maison apaisante, qu'on a ouvert en 2022 à Ivry-sur-Seine et qui accompagne des femmes vivant avec un diabète, une obésité ou une hypertension artérielle. Et enfin, Ikirambi, la maison reposante, qui est située à Nelles-la-Vallée dans le Val d'Oise, où on propose des séjours bien-être. On les appelle bien-être, santé et sororité pour les femmes qu'on accompagne dans nos centres d'accueil. Alors, je pense qu'il est important de revenir un petit peu sur, pour commencer, sur l'épidémie du VIH et pourquoi est-ce que, en fait, on existe toujours après 27 ans d'existence. Alors, dans le monde, le VIH touche à peu près 39 millions de personnes. Et chaque année, on est à peu près sur un chiffre stable de 1,3 million de nouvelles infections. Voilà, entre 1,1 million et 1,3 million de nouvelles infections tous les ans. Et chaque semaine, environ 5000 jeunes femmes de 15 à 24 ans sont infectées par le VIH, notamment en Afrique subsaharienne. Et dans cette région du monde, les femmes et les filles représentent 63% de nouvelles infections au VIH. Donc les femmes sont particulièrement vulnérables à l'épidémie du VIH. Et en France, donc je n'avais pas les chiffres pour 2022 ou 2023, mais Santé publique France a publié donc des chiffres en 2022 en disant que 51% des, 50% des hétérosexuels sont infectés, ont découvert leur séropositivité en 2021 et 36% sont nés à l'étranger. Donc ça veut dire que l'épidémie touche aussi des couples hétérosexuels et beaucoup d'étrangers, et notamment d'Afrique subsaharienne. Et c'est pour ça que dans notre centre d'accueil de jour, on se retrouve avec des personnes, notamment des femmes, parce que du coup c'est notre cible, qui sont originaires d'Afrique subsaharienne et donc qui cumulent énormément de vulnérabilités autres que la pathologie, c'est-à-dire la migration, l'instabilité administrative, l'errance aussi au niveau de l'hébergement et l'isolement. Alors, je voulais commencer par vous montrer en fait une vidéo de 5 minutes sur YouTube qui présente bien la maison. J'espère que c'est possible et que ça a marché. Alors, faut que je bouge ça. Merci. Est-ce que vous entendez bien le son? Oui, on Parfait. l'entend bien. Oui. Oui, c'est parfait. Parfait, merci.
suis arrivée à Ikambéré en 2017 et c'est l'assistante de l'hôpital Bichat qui m'a fait un mot et qui m'a envoyé vers cette association. Je suis arrivée en 2016. J'avais un peu froid parce que j'étais malade. Je frappe les portes d'Ikambéré, brisées dans tous les sens. Brisée déjà dans mon corps parce que malade. Brisée dans mon cœur, j'ai abandonné un enfant de 11 ans et que c'est par cet enfant que j'ai su que j'étais infectée par le VIH. Brisée dans ma tête parce que j'étais en train d'aller dans un monde où je ne connais pas. Je peux dire à l'inconnu. C'était fini pour moi. Parce que cette maladie, quand tu as ça, d'abord au pays, j'étais rejetée. Mais on m'a pas expliqué sur les analyses. Je suis allée voir mon médecin, ben, il m'a expédié celui-là aussi. Et ben, vous savez, heureusement qu'il y avait un autre médecin qui a tout entendu, parce que je partais au suicide. Hein. Je n'avais plus d'espoir. Je me disais que je n'avais plus d'espoir de vivre. Mais arrivé à Ikambéré, avec l'accueil, avec tout ce que j'ai eu à Ikambéré, mais voici, je vis là. Je vis. La première des choses qu'on m'a demandé, c'est de savoir si j'avais mangé et qu'il y avait à manger, que de suite, je devais me sentir à l'aise. Ils m'ont reçu, j'ai commencé à pleurer, ils m'ont calmé, franchement, ils m'ont dit, bon, tu viens, quand tu viens, tu écris ton nom, et comme je ne savais pas lire, on m'a dit de faire l'alphabétisation. Donc, on fait l'alphabétisation ici. Voilà, ils m'ont formé, ils m'ont appris à parler. Voilà, maintenant, j'arrive à parler. VIH, VIH, VIH. J'arrive à le parler correctement. Qu'avant, je le parlais trop mal. Sida, 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 voilà. Je savais pas comment il fallait rentrer dans l'ordi et tout, manipuler cet appareil. Donc, j'ai appris à le faire ici. Le sport, j'ai trouvé vraiment mon vrai médicament. Ça me répare, je suis bien, surtout dans ma tête. Il y a la couture, il y a la coiffure ici, il y a l'esthétique. Vraiment, on nous donne des conseils. Il y a des docteurs qui viennent, qui nous enseignent, qui nous donnent des conseils, comment il faut prendre les médicaments, comment il faut faire. Donc, admettons, je suis chez moi, hop, direction Ikambéré. Un jour, la directrice m'a vu, elle dit, mais Okra, tu n'aimerais pas travailler? Je dis, mais je ne sais rien faire comme la couture. Pour le moment, je ne sais pas encore faire la couture. Et elle m'a demandé, est-ce que tu aimerais travailler avec nous? J'ai dit, mais elle a pensé ce qui était dans ma tête. Elle m'a dit, sache que je ne te recrute pas parce que tu es une personne infectée par le VIH, mais parce que je vois en toi des compétences. Alors, quand j'ai eu ce travail-là, vraiment, c'est comme si j'avais eu une renaissance. J'ai eu mes papiers, j'ai 62 ans, mais j'ai encore la force de pouvoir travailler. J'ai encore la force, je veux faire quelque chose. On nous fait savoir aujourd'hui que celui qui vit avec le VIH, qui prend bien son traitement, qui a une bonne hygiène de vie, voit une bonne qualité de vie, son espérance de vie est pareille que l'espérance de vie de la population générale. C'est vrai, c'est-à-dire vivre avec le VIH. C'est un challenge au quotidien. Vivre avec le VIH, la vie ne s'arrête pas. Vivre avec le VIH, chacun peut construire sa vie comme elle veut. Vivre avec le VIH, c'est vivre aussi avec beaucoup d'espoir. Sida, ce n'est plus mon problème, ça. Ta vie, tu vas retrouver ta vie ici. Ikambéré donne la vie. Plus que ce qu'on avait même. Pour mes enfants, ils sont fiers de moi. Quand je marche maintenant, je fais les courses, j'apprends à lire, j'apprends à me battre, m'insérer dans la société.
Ils se ont dit, mais maman, mais dis donc, tu as changé. Regarde comment tu es devenue belle. En un mot, c'est ma maison. C'est ma maison. C'est tout. Peut-être quand j'irai à la retraite, je pense que je serai toujours là. Parce que c'est un arbre que je n'aimerais pas quitter à ses pieds. J'aimerais toujours être là, être couvert de son feuillage, être là pour voir les autres, aider les autres, donner aux autres ce qu'elles n'ont pas eu ou donner aux autres ce que j'ai. Alors, j'espère que ce petit film vous a plu. Je trouve qu'il raconte toujours beaucoup mieux que ce que je peux le faire, l'esprit d'Ikambéré. Donc, je vais revenir un petit peu sur la partie un peu, enfin, voilà, théorique autour de notre approche, notre méthodologie, qui vise, comme vous l'avez vu dans le film, vraiment à relever les femmes face voilà, aux difficultés qu'elles peuvent rencontrer. Alors, la méthodologie d'Ikambéré s'appuie sur une prise en charge globale qui est centrée autour des besoins. On parle des besoins physiologiques, qui sont les besoins qu'on peut aussi appeler les plus urgents. Le besoin de manger, d'avoir accès aux traitements, et le besoin également de libérer la parole. Après, on a le besoin de sécurité, qui passe souvent par donc la mise à l'abri. Donc déjà, on leur offre un accompagnement vers l'hébergement d'urgence. On n'a pas d'hébergement propre, mais on travaille avec notamment le SAMU social de Paris pour trouver des solutions pour elles. Et également, voilà, leur apporter une stabilité, les rassurer par rapport à leur démarche administrative, par rapport également, voilà, en leur offrant, pardon, un lieu aussi sécurisant à Saint-Denis où elles peuvent venir, voilà, en toute liberté, se confier avec l'équipe et avec les femmes. Après, on travaille aussi sur le besoin d'amour et d'appartenance. Donc ça, c'était très bien montré dans le film, mais ce qu'on essaye de créer, c'est vraiment une communauté de pairs, c'est-à-dire de femmes qui partagent des parcours de vie similaires, des rapports à la maladie aussi voilà, qui sont très difficiles et qui peuvent s'entraider ensemble voilà, pour se relever, pour avancer. Donc, au niveau du centre d'accueil de jour, on va proposer des groupes de parole. On a également des groupes spécifiques. Les femmes roseaux, ce sont les femmes âgées de plus de 50 ans qui ont aussi leurs activités spécifiques, les mères et enfants. On propose de la socio-esthétique également, de la danse-thérapie. Au niveau du besoin d'estime, on va travailler ensuite sur tout ce qui est activité physique adaptée, diététique, des shootings photos parfois, qui va en fait voilà, redonner aussi l'estime à la femme pour avoir confiance en elle, pour enfin arriver vers le besoin d'accomplissement de soi qui passe notamment par l'insertion professionnelle et sociale. Donc, en fait, en somme, notre méthodologie, elle consiste à accompagner ces femmes vers l'empowerment, donc qui agit à deux niveaux, le niveau individuel et le niveau collectif. Au niveau individuel, l'empowerment, c'est le processus par lequel des personnes prennent le contrôle de leur destin et des décisions qui les concernent et acquièrent la force, les compétences et les ressources pour agir et surmonter les obstacles. Et au niveau collectif, c'est le processus par lequel des personnes opprimées développent une identité de groupe et la force pour changer les relations de pouvoir qui les défavorisent. Donc, à travers en fait cette création d'une communauté de pairs et le fait qu'on accompagne des femmes tous les ans, dont certaines qui continuent de fréquenter le centre tous les ans, en fait, on crée aussi cette dynamique collective autour de l'empowerment. Et à Ikambéré, on agit plus spécifiquement aussi sur 3 volets. Le volet social, à travers l'insertion sociale, l'accès aux dispositifs de droit commun, la connaissance des droits, la confiance en soi. L'empowerment en santé, à travers notamment énormément d'activités qui favorisent l'acquisition de connaissances par rapport au VIH, à la qualité de vie, également l'importance de l'activité physique et d'une bonne hygiène de vie dans la santé. Et enfin, l'empowerment économique, à travers notamment l'insertion professionnelle. Donc, on a une chargée d'insertion professionnelle qui accompagne les femmes dans leur projet d'insertion. Et on mène également énormément d'activités collectives pour voilà, aider les femmes dans leur démarche, d'écriture de CV, de simulation d'entretien et de connaissance aussi des dispositifs qui existent pour les aider sur le territoire.
Donc la paire aidance, j'en parlais tout à l'heure, mais c'est vraiment au cœur de l'approche d'Ikambere et c'est ce qui nous rend un petit peu unique aussi dans notre méthodologie. C'est-à-dire que les femmes créent une communauté à la fois entre elles, donc entre bénéficiaires, mais aussi avec l'équipe, sachant que comme on l'a vu un petit peu dans le film, j'ai certaines de mes collègues qui sont en fait des anciennes bénéficiaires et qui ont du coup été recrutées par la directrice pour aussi leurs compétences et qui notamment ont le rôle de médiatrice en santé et qui vont pouvoir échanger avec les femmes et leur redonner, voilà, leur donner des conseils, les inspirer aussi par leur parcours de vie, favoriser voilà, le soutien. Et elles ont une certaine légitimité aussi à exercer ce métier parce qu'elles sont passées par les mêmes épreuves. Donc, j'ai essayé de schématiser un petit peu le parcours d'une femme accompagnée. Je l'ai déjà dit, mais il y a vraiment 3 volets. Donc, tout d'abord, les femmes sont orientées notamment par les hôpitaux et les centres d'hébergement avec lesquels on travaille, mais c'est surtout les hôpitaux, car ce sont les professionnels de santé qui ont connaissance de la pathologie des femmes. Elles arrivent ensuite à Icambéré et là, elles sont dans un parcours d'accompagnement triptyque sur le social, thérapeutique et le professionnel, avec à chaque fois la dimension individuelle qui consiste à évaluer les besoins, à accompagner les femmes de manière adaptée et personnalisée, et tout le volet collectif aussi, pour l'acquisition de compétences et le bien-être. Alors, comme le mentionnait Muriel tout à l'heure, on a publié l'année dernière un rapport qui s'intitule Femmes, violences et VIH, une réalité étouffée, parce qu'on a voulu aussi mettre en place vraiment les phénomènes de violence qui impactent ces femmes. Donc, on a mené une étude sur 5 mois auprès de notre public. Donc, les entretiens qualitatifs ont été menés par un étudiant en sociologie, en psychologie sociale, pardon. Du coup, il a recueilli la parole de 16 femmes sur voilà, les différentes violences qu'elles ont pu subir dans leur parcours de vie. Et ensuite, moi, je me suis appuyée sur ça pour aussi rédiger ce rapport qui est disponible donc sur notre site internet. J'ai remis le lien, voilà, il est intégré dans les slides que vous aurez, je pense, après le séminaire. Et donc, les grandes, si on peut retenir, voilà, quelques grandes leçons de ce rapport, c'est qu'en fait, les violences et le VIH sont 2 phénomènes qui sont indissociables. Souvent, les violences sont une raison pour laquelle ces femmes se retrouvent infectées par le VIH. Elles subissent des parcours dans leur pays d'origine du fait voilà, d'inégalités, de violences conjugales, de rapports forcés. Elles subissent également des violences lorsqu'elles décident de quitter le pays parce qu'elles sont justement en train de fuir des violences ou voilà, des difficultés économiques. Et sur le parcours migratoire qui est souvent extrêmement chaotique et dangereux, elles subissent des violences qui sont absolument abominables. Avec beaucoup de femmes aussi qui passent par la Libye, qui sont voilà, gardées captives, torturées, victimes de viols collectifs. Une fois qu'elles arrivent en France, elles sont en très grande précarité, ce qui veut dire aussi qu'elles sont parfois hébergées à la rue, proposées parfois des hébergements en échange aussi d'actes sexuels. Et du coup, tous ces phénomènes de violence vont vraiment les rendre extrêmement vulnérables à l'infection au VIH. Et c'est pourquoi nous, on essaye aussi de mener à notre niveau des actions de sensibilisation directement auprès des femmes, voilà, dans les centres d'hébergement d'urgence, dans les hôpitaux, etc. Et ensuite, on a également des violences. Donc, ce que j'essaye de montrer dans le rapport, c'est qu'il y a également tout un phénomène de violence qui suit l'infection au VIH, avec le rejet des autres qui est extrêmement fort chez ces femmes. Elles se retrouvent extrêmement isolées. Voilà, elles savent pas comment parler de leur maladie à leurs proches parce qu'elles savent que elles vont être sujettes à une très très forte stigmatisation. Il y a également des violences institutionnelles voilà, qu'elles subissent du fait de parfois de pratiques discriminatoires de la part parfois de médecins, parfois d'institutions qui sont au courant de la pathologie. Au niveau de l'emploi aussi, voilà, en fait, on essaye aussi de leur dire que c'est quelque chose qu'elles ne doivent absolument pas partager, qu'elles sont absolument pas obligées de partager. Mais voilà, les violences sont toujours là. Et donc voilà, on a voulu mettre en lumière dans ce rapport ces violences, donc je vous invite vraiment à le découvrir. Et puis on a aussi voulu, dans la première partie du rapport, rédiger en fait certaines histoires de vie. Vous pouvez découvrir aussi voilà, des histoires en fait racontées par ces femmes. Donc on a mis en avant 8 portraits. Donc voilà, ça c'était un petit peu un petit point rapide sur une présentation rapide du centre sur le VIH. Donc là, je vais vous parler aussi, pareil, hein, rapidement d'Ikali, qui est donc la maison apaisante qu'on a ouvert l'année dernière. Parce qu'en fait, en 2019 et en 2020, on a pu bénéficier d'une évaluation un petit peu d'impact
de notre méthodologie d'accompagnement global pour des femmes vulnérables. Et il a été montré que notre méthodologie était vraiment pertinente et réplicable aussi à d'autres pathologies autres que le VIH. Et donc, on s'est intéressé en 2021 à savoir, en fait, auprès des professionnels de santé notamment, sur quelles maladies chroniques il y avait aussi des vraies difficultés et des vrais enjeux de prise en charge à cause de la précarité. Et donc, ce qui est ressorti, c'est que le diabète, l'obésité et l'hypertension artérielle sont des maladies qui affectent beaucoup des populations en précarité. Et il y a des vrais enjeux au niveau de la prise en charge, côté médical, parce que tout ce qu'on appelle les déterminants sociaux de santé, c'est-à-dire la situation d'hébergement, la situation de ressources, les connaissances et la littératie en santé, voilà, tous ces différents facteurs, l'instabilité administrative, etc., en fait, empêchent la personne d'acquérir une meilleure qualité de vie et de se prendre en charge. Et donc, voilà, donc là, on a quelques chiffres aussi, j'ai remis quelques chiffres qui viennent confirmer en fait le fait que les maladies cardiovasculaires sont en fait la première cause de mortalité des femmes et que les plus touchées sont celles en situation de précarité. Parce que la précarité va favoriser d'une part le développement de ces maladies à cause de la difficulté d'accès à une alimentation saine, voilà, au faible accès aussi à l'activité physique, à l'information, et également que la précarité aggrave l'état de santé des personnes touchées. Donc on est vraiment sur le serpent qui se mord la queue, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire qu'une fois que ces patients sont concernés par ces maladies, en fait, leur état de santé va se dégrader très rapidement et c'est souvent ces patients-là qu'on retrouve voilà, aux urgences aussi, avec des complications qui sont très sévères. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment répliquer la méthodologie d'accompagnement d'Icambéré, c'est-à-dire qu'on propose un accompagnement sur le plan social, thérapeutique et professionnel pour ces femmes, dans un centre d'accueil de jour qui est situé donc à Ivry-sur-Seine. On a un espace cuisine pour les ateliers cuisine et une salle de sport pour les activités physiques. Parce que du coup, là, on va vraiment mettre l'accent sur ces deux volets-là pour accompagner les publics à mieux comprendre, déjà à les sensibiliser sur l'importance de se prendre en charge au niveau de la santé. Parce qu'une des réalités aussi, c'est que lorsqu'une femme vient nous voir, souvent c'est pour des questions administratives ou sociales. Et nous, notre enjeu, c'est de remettre la santé comme étant une priorité absolue voilà, dans le cadre de leur accompagnement, de les pousser voilà, à adapter leur alimentation, à participer au sport. Et encore une fois, là, on va vraiment s'appuyer sur la paire aidance. Donc, à travers la création d'une communauté de pairs à l'association, on va pouvoir permettre aux femmes de se motiver entre elles pour, dépasser des barrières qu'elles peuvent avoir par rapport à l'activité physique, trouver des solutions pratico-pratiques dans leur quotidien pour mieux manger. Et donc voilà, concrètement, aujourd'hui, on propose une séance de renforcement musculaire par semaine, une séance de yoga, une séance de danse. On fait de la marche nordique également. Et puis sur le volet alimentation, on propose donc 2 fois par semaine des ateliers cuisine. Donc les femmes se retrouvent entre elles pour cuisiner. Et le reste du temps, du lundi au vendredi, on propose des repas tous les jours. Et on a également un suivi donc individuel au niveau de la nutrition et beaucoup d'ateliers théoriques, car l'éducation et la santé restent vraiment au cœur de notre approche. Au-delà de ça, on a également donc, les cours d'alphabétisation pour les femmes qui ne savent pas lire et écrire, les ateliers informatiques, les ateliers de recherche d'emploi. Voilà, donc on est vraiment sur une même méthodologie. Et en fait, si vous voulez, ce projet, c'était un petit peu aussi pour nous une expérimentation, c'est-à-dire que c'était de voir si notre méthodologie, finalement, elle marche pour d'autres pathologies. Et donc là, à 2 ans d'ouverture, en février 2024, on va fêter nos 2 ans. On voit que la Maison Apaisante est un lieu de prise en charge unique qui répond aux besoins des femmes et des professionnels du territoire. Parce que d'une part, on vient favoriser la création d'une communauté de pairs. D'autre part, on propose une approche qui est adaptée pour apporter des solutions pratiques dans un contexte de précarité. Et enfin, on note en fait une nette amélioration de la santé et de la qualité de vie de ces femmes qui nous disent que voilà, elles prennent moins de médicaments qu'avant, elles se sentent beaucoup mieux dans leur corps, qu'elles ont moins mal au dos, etc. Donc pour finir, au niveau de l'accompagnement des femmes, on a un 3e lieu qui est la maison reposante. Parce qu'en fait, on a voulu créer un lieu où les femmes qu'on accompagne, que ce soit à Saint-Denis ou à Ivry, puissent aller se reposer parce qu'elles ne prennent jamais de vacances. Donc, on a créé en fait voilà, un lieu qui est situé à Nelle-la-Vallée, qui est donc une maison
on l'a pas créé, mais on loue cette maison qui a 2 étages avec un très grand jardin, et on accompagne les femmes pendant 5 jours, tous les mois. Donc tous les mois, un groupe de femmes de Saint-Denis et un autre groupe de femmes d'Ivry part à la maison reposante. Donc on organise 2 séjours par mois pour offrir voilà, du répit, favoriser encore une fois la pratique sportive et l'alimentation équilibrée pendant 5 jours et renforcer le lien social entre les femmes et aussi avec l'équipe. Donc ça, c'était vraiment sur le volet accompagnement des femmes. Voilà, si vous avez des questions, j'y répondrai tout à l'heure. Je pense qu'il me reste à peu près 10 minutes, si je ne me trompe pas. Donc là, je vais parler un petit peu du deuxième volet qui est vraiment aller vers les populations pour favoriser l'accès aux droits et à la santé. En fait, Ikambere se base beaucoup sur son expertise de terrain qu'elle acquiert grâce à l'accompagnement des femmes dans un centre d'accueil de jour, pour développer aussi des approches qui sont adaptées voilà, d'un point de vue culturel, d'un point de vue aussi en termes de voilà, une bonne connaissance en fait, des populations vulnérables, pour essayer de les accompagner au mieux en Île-de-France par rapport à l'accès aux droits et aux soins. Donc, un de nos premiers projets là-dessus, on l'appelle MED-ICA, c'est la médiation en santé à l'hôpital. En fait, ça fait près de 20 ans qu'on est présent, que nos équipes, donc ce sont mes collègues médiatrices en santé, sont présentes dans les hôpitaux d'Île-de-France, notamment dans les salles de consultation des services réflexologie, pour aller voir les patients et leur apporter en fait des solutions et soulager le corps médical par rapport voilà, à des prises en charge qui peuvent être parfois très compliquées. Donc, aujourd'hui, la manière dont on procède, c'est qu'on travaille de manière très étroite avec les équipes médicales pour disposer d'un local à l'hôpital où on peut échanger directement avec les patients. Et donc, c'est vraiment la secrétaire médicale qui prend les rendez-vous pour nous à l'hôpital. Et donc, le patient, on va le rencontrer. On va notamment échanger avec lui sur des questions voilà, de besoins au niveau social, administratif, sur des difficultés qu'il peut avoir pour comprendre sa pathologie, pour échanger avec les professionnels. Notre but, c'est vraiment aussi d'améliorer la relation soigné et soignant, notamment à travers la compréhension interculturelle, le lien de confiance. Et bien sûr, on peut aussi orienter des patients, et notamment là des femmes, vers nos centres d'accueil de jour. Donc aujourd'hui, on intervient sur 13 lieux en Île-de-France, et notamment voilà, des hôpitaux. Et donc, on a les rendez-vous individuels avec les patients. On a également des ateliers collectifs qu'on anime directement à l'hôpital. Et puis, on vient vraiment apporter une plus-value aux professionnels de santé lorsqu'il y a des problématiques voilà, d'échange à cause de barrières de la langue ou d'autres. Voilà. Par exemple, des patients qui vivent avec le VIH et qui disaient s'ils ne mangent pas correctement, ils ne peuvent pas être suivis. Et du coup, on va parfois venir leur apporter aussi de la nourriture qu'on aura préparée dans notre centre à Saint-Denis, voilà, pour qu'ils puissent manger quelque chose qui est un petit peu, voilà, qui est pimenté, qui est un petit peu une touche aussi africaine, quelque chose qu'ils aiment bien, et mieux se prendre en charge. Donc, on va vraiment, voilà, répondre aux attentes aussi des professionnels à l'hôpital. Et on a la chance dans notre équipe d'avoir énormément voilà, de langues au sein de l'équipe, parce que voilà, j'ai des collègues qui sont du Cameroun, d'autres du Congo, d'autres de Côte d'Ivoire, du Mali, etc. Donc ça permet vraiment aussi d'avoir une action directe au niveau de la langue. Hop. La deuxième action, c'est la sensibilisation en santé sexuelle et aux droits, donc de manière plus large pour les femmes migrantes et les hommes migrants en Île-de-France. Donc les femmes, ça concerne surtout donc, des femmes qui sont en situation de précarité et primo-arrivantes, qui sont éloignées du système de soins et qui ont un vrai manque de connaissances des droits et des dispositifs de prévention autour du VIH. Donc notre réponse est de créer un espace sécurisant pour libérer la parole quand on intervient dans d'autres associations partenaires, par exemple au Capitule La Libération. C'est une association qui accompagne des femmes en situation de prostitution. Et on va agir là-bas pour faire de la prévention. On a également un partenariat avec le SAMU social de Paris où on intervient dans les centres d'hébergement d'urgence pour proposer de la sensibilisation sur les IST et du dépistage. Et auprès des hommes, on intervient notamment dans les foyers de travailleurs migrants, sachant que souvent les hommes sont réticents en fait, à aborder la santé sexuelle. Ils ont un faible niveau de français et de littératie en santé, et ils ont aussi une faible connaissance en fait, des dispositifs de prévention.
Et donc, pour ces deux publics, en fait, on a développé des outils aussi spécifiques qu'on appelle Réponse pour elle et Réponse pour lui. Donc, je vais présenter Réponse pour elle juste après. Mais voilà, en fait, on a créé des outils donc, avec le CRIPS Île-de-France, qui est une structure qui accompagne, qui fait de la prévention, notamment auprès de la jeunesse, sur les questions des IST et du VIH. Ce sont des cartes illustrées pour permettre la libération de la parole autour des enjeux de santé sexuelle, notamment le consentement, l'excision, les violences, euh, le droit à la contraception, la négociation du port du préservatif. Et donc, à travers ces cartes, on va vraiment essayer voilà, de s'appuyer sur ces cartes pour euh, libérer la parole auprès de ce public. Donc, on y vient. Donc, Réponse pour elle. En fait, c'est donc à la fois donc d'abord un outil qu'on a créé pour agir auprès du public directement, mais aujourd'hui, c'est aussi un outil qui vient nourrir notre troisième axe. Donc, je l'avais dit tout au début de la présentation, mais donc le troisième axe, c'est le partage de savoir-faire. Donc, c'est un peu comme ce que je fais là aujourd'hui avec vous. Euh, donc, c'est comment est-ce qu'on diffuse aussi le savoir-faire et l'expertise d'Icambéré. Et on a développé une formation spécifique qu'on a intitulée Comment parler de droit et de santé sexuelle aux femmes. Et les objectifs de cette formation, qui est à destination donc, des professionnels de santé et du monde social, c'est de les sensibiliser aux problématiques spécifiques des femmes migrantes en santé sexuelle, de parler de la méthodologie d'Icambéré et de son outil Réponse pour elle, et aussi former les professionnels à l'animation de groupes de parole à partir de cet outil. Parce qu'il y a vraiment un enjeu aussi autour de la libération de la parole sur les questions de santé. Donc voilà, là c'était juste quelques chiffres, mais on a fait beaucoup de formations en 2023. Voilà, 18 formations réalisées entre janvier et octobre, je pense 22 jusqu'à décembre. Voilà, plus de 15 villes d'intervention et 354 professionnels formés. Et notamment cette année, donc en 2023, on a pu partir aussi dans les dom-toms en Martinique, en Guadeloupe et à Saint-Martin, parce qu'il y a également des enjeux très forts là-bas. Donc là, c'est un exemple très concret d'une carte. Donc aujourd'hui, Réponse pour elle est constituée de 10 cartes. Donc celle-ci, c'est sur le consentement. Donc c'est une carte recto verso qu'on peut mettre voilà, sur un présentoir. Donc là, je vais vous la lire. Donc mon corps est à moi, je suis la seule à choisir. C'est un petit peu le slogan de la carte. Et ensuite, on a voilà, un dessin avec un dialogue qui reprend aussi voilà, des dialogues vraiment de la vie quotidienne. Donc là, l'homme dit, tu viens de coucher avec moi. La femme répond non. L'homme dit, j'ai envie de toi. La femme répond, moi, je n'ai pas envie. Non, c'est non. Et au verso de la carte, on va pouvoir présenter des informations complémentaires pour, voilà, sur cette thématique. Donc là, c'est sur du consentement. Et en fait, ce qu'on a fait aussi depuis l'année dernière, c'est développer des petites vidéos qui durent 1 minute, qui reprennent en fait certaines thématiques. Et je vais terminer avec ça. Donc, je vais vous montrer la vidéo. Voilà, ça dure 1 minute. Cette campagne, savoir ses pouvoirs. Mon amour, et si on faisait autre chose que dormir ce soir? Non, chérie, moi j'ai envie de dormir. Mais tu es ma femme quand même. Oui, mais mon corps est à moi. Tu n'as pas envie, mais moi j'ai envie. Mais chérie, tu n'es pas le seul à décider. Je ne suis pas un objet dans tes bras. Il faut apprendre à me respecter. Mais justement, je te respecte. Alors, respecte mon choix. Non, c'est non. Votre corps est à vous, vous êtes seul à choisir. Savoir, c'est pouvoir.